C'est pour moi? Ah, oui. Bonjour Nathalie. Nous revoilà ensemble sur un sujet très transversal qui est celui du budget. Donc, merci d'être en lien avec l'Ariège aujourd'hui. Merci aussi à Georges Bras de passer quelques moments avec nous. Et je salue donc l'ensemble de mes collègues qui se branchent ce matin. Mais comme on a perdu un peu de temps, on peut passer tout de suite au sujet. Et le sujet, c'est donc les fondamentaux de l'élaboration du budget. Et cette intervention, elle va être assurée par Georges Bras de la Banque Postale, à qui je cède la parole et qui va pouvoir lancer son diaporama. Bonjour à Merci. tous. Bonjour à tous. Merci Nathalie. Donc, je vais partager de suite le document. Mode plein écran, comme ça, vous devez bien le voir. On le voit. Alors, super, merci. C'est avec plaisir que je suis avec vous, donc les élus de l'Ariège. Donc, dans un premier temps, nous avions envisagé une réunion plutôt en présentiel, mais compte tenu du contexte sanitaire, nous avons basculé cette réunion en webinaire. Nous allons essayer de la rendre la plus vivante possible, dans l'attente de pouvoir réorganiser des réunions en physique et de se voir directement en face à face, ce qui est quand même plus sympathique également. Alors, aujourd'hui, moi, je suis là pour vous parler des fondamentaux du budget. Pour un certain nombre d'entre vous, vous avez déjà commencé à travailler sur un premier exercice dans ce sens, notamment si le budget 2020 n'a pas été voté. Mais c'est un travail que vous allez initier, ou si vous l'avez peut-être déjà commencé, pour le budget 2021, puisque c'est la préparation budgétaire qui va arriver assez vite avec un budget qu'il faudra voter d'ici mi-avril. Alors, juste un petit rappel sur le panorama du paysage institutionnel local, pour vous rappeler que sur le mandat précédent, 2014-2020, on a eu un certain nombre de modifications législatives qui ont impacté ce que l'on appelle le millefeuille territorial. Vous le savez, les communes nouvelles se sont fortement développées, ce qui fait qu'un certain nombre de villages, de communes urbaines se sont regroupées entre elles pour créer ce que l'on appelle des communes nouvelles. Ça fonctionne aussi bien dans les territoires ruraux que dans des territoires très urbains, notamment du côté de Cherbourg ou d'Annecy, qui ont donné lieu à la création de communes nouvelles de taille importante, et ce qui explique la baisse du nombre de communes, où on est passé de la France des 36 000 communes à un peu moins de 35 000 communes aujourd'hui. Du côté des départements, très peu de modifications, si ce n'est la création de collectivités territoriales uniques qui explique la baisse du nombre de départements. Par contre, c'est du côté des régions, et vous le savez, si vous avez suivi les différents débats à l'époque du gouvernement Valls, avec une volonté de créer des régions de taille beaucoup plus importante, notamment dans le domaine du développement économique, pour être en face des Länder allemands, et donc d'une taille suffisamment significative, et donc 13 régions métropolitaines, les régions d'outre-mer. On est passé donc de 26 régions en France à 17 régions de taille beaucoup plus importante. Du côté des groupements à fiscalité propre, la loi NOTRe, nouvelle organisation du territoire de la République, a voulu, c'était une volonté du législateur, donc réduire le nombre d'intercommunalités pour qu'on ait des intercommunalités de taille beaucoup plus importante, toujours dans la même idée que du côté des régions, avoir des intercommunalités qui soient sur un bassin de vie relativement large, une assise financière suffisamment importante pour mener à bien différents projets, avec une volonté d'avoir des intercommunalités de minimum 15 000 habitants, avec des dérogations possibles en fonction, bien évidemment, du seuil, de la densité de population. C'est notamment le cas dans votre département, ce qui peut expliquer qu'on ait des intercommunalités qui fassent encore moins de 15 000 habitants, et donc une baisse assez sensible du nombre d'intercommunalités, autour de 1200. J'en parle du côté de la loi NOTRe, parce qu'on verra qu'elle a impacté quand même aussi la matière financière sur le mandat précédent, et donc bien évidemment, elle jouera sur le mandat à venir. Le groupement à fiscalité propre, c'est également la loi NOTRe, une volonté de réduire le nombre de groupements. On est passé d'un peu plus de 13 000 syndicats, un peu plus de 9 300 syndicats, et on verra que ces différents syndicats interviennent dans un certain nombre de domaines de la vie d'une collectivité locale, tout à l'heure lorsqu'on parlera des différentes contributions que vous versez aux différents syndicats. Trois grandes parties qui ne sont pas forcément de taille homogène. Nous passerons beaucoup plus de temps sur la première partie parce que c'est celle qui va permettre de dérouler la suite. Donc, dans un premier temps, c'est connaître la procédure d'élaboration budgétaire, les grands principes, les différents documents, les différentes sections, le calendrier budgétaire, avant d'aborder une partie où on parlera de la construction du budget. Quelles sont les différentes étapes, quelles sont les informations que je dois rassembler lorsque je construis mon budget, et ensuite nous parlerons bien évidemment d'arbitrages qui seront nécessaires, notamment pour mener à bien l'équilibre du budget, qui est un des principes fondamentaux donc, du budget de votre collectivité locale. Ce
que je vous propose, c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le budget? Le budget, il est défini par ce que l'on appelle le Code général des collectivités territoriales. Si vous n'êtes pas encore familier de ce jargon, le CGCT, donc c'est un peu la Bible. C'est dans ce code que l'on retrouve l'ensemble des différentes règles, à la fois législatives et réglementaires, qui régissent le fonctionnement de l'ensemble des collectivités locales, que ce soit du côté des communes, des départements, des régions, du côté des intercommunalités ou des différents syndicats. Bien évidemment, dans le Code général des collectivités territoriales, il y a un certain nombre de rubriques que l'on retrouve dans la matière du budget et en matière de finances. Donc, le budget est défini au CGCT et c'est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Donc, il y a une double information donc, dans cette définition. C'est à la fois un acte de prévision, donc on ouvre les crédits pour l'année à venir, donc l'ensemble des dépenses annuelles et l'ensemble des recettes annuelles, mais c'est aussi donc un acte d'autorisation, c'est-à-dire que tant que le budget n'est pas voté, il y a un certain nombre de contraintes qui vont bloquer le fonctionnement d'une collectivité locale, mais on en parlera dans quelques instants. Donc le budget est l'acte par lequel donc, vous lancez les prévisions et vous autorisez le maire à pouvoir engager un certain nombre de dépenses et encaisser un certain nombre de recettes. Il y a un certain nombre de documents budgétaires. Alors, dans un premier temps, on va parler des différents éléments et ensuite vous serez un peu plus familier des différents cycles. Tout d'abord, le débat sur les orientations budgétaires. Cela concerne les communes de plus de 3500 habitants ou les intercommunalités et les syndicats qui comptent à minimum une commune de plus de 3500 habitants dans son périmètre. Le débat d'orientation budgétaire, c'est un débat qui se tient dans l'Assemblée délibérante et qui doit se tenir dans les 2 mois précédant le vote du budget, pendant lequel on va présenter ce que l'on appelle le rapport sur les orientations budgétaires. Qu'est-ce que l'on présente? On va présenter un certain nombre d'engagements qui vont permettre l'élaboration du budget qui va être soumis par la suite à l'Assemblée délibérante en matière d'évolution des frais de personnel, le programme pluriannuel d'investissement, le stock de dette, la politique fiscale, etc. En gros, c'est une sorte de débat qui se tient avant le vote du budget où vous indiquez les principales orientations qui vous conduisent à l'équilibre du budget en termes de dépenses que vous souhaitez engager, en termes de recettes que vous souhaitez récupérer, de manière à pouvoir donc présenter un budget par la suite. Pour les communes qui sont soumises donc, au débat d'orientation budgétaire, elles doivent tenir ce DOB au préalable. Pour celles qui n'ont pas besoin de faire de débat d'orientation budgétaire, vous pouvez toujours présenter avant le vote du budget une sorte de pré-débat, mais il n'y a pas d'obligation légale dans ce domaine. Premier document, ensuite, c'est le budget primitif. Comme son nom l'indique, primitif, c'est le premier. C'est celui qui va contenir l'ensemble des différentes prévisions de recettes et de dépenses votées par l'Assemblée délibérante, le conseil municipal pour une commune, pour l'exercice budgétaire à venir. Au moment où vous votez ce budget primitif, toutes les informations ne sont pas forcément connues et dans le courant de l'année, il peut y avoir des modifications de crédits qui sont nécessaires. Donc, le budget primitif peut être amendé par ce que l'on appelle des décisions modificatives et donc, vous pouvez modifier les différents crédits que vous avez votés en décision modificative. Il y a une décision modificative qui est particulière, c'est celle qu'on appelle le budget supplémentaire. C'est la décision modificative qui va vous permettre de reprendre les résultats du compte administratif. Qu'est-ce que le compte administratif? Justement, on y vient par la suite. Juste auparavant, donc budget primitif, c'est un document de prévision. Le compte administratif, lui, va retracer ce qui s'est réellement passé dans l'année. Donc là, on va constater l'ensemble des dépenses qui ont été réellement engagées, l'ensemble des différentes recettes qui ont été réellement encaissées par la collectivité locale, et cette comptabilité donc, du compte administratif est tenue par l'ordonnateur, donc par le maire, sur une commune. Le comptable public, donc, qui est entre guillemets votre banque, puisque c'est lui qui va procéder au paiement des différents mandats et qui va procéder à l'encaissement des différents titres de recettes, lui, le comptable public, tient cette même comptabilité via ce que l'on appelle le compte de gestion. Le compte de gestion, c'est un peu le miroir du compte administratif, si ce n'est qu'il y a une vision également bilancielle, mais le comptable fait les mêmes écritures que vous. Vous engagez des dépenses pour payer vos fonctionnaires, vous encaissez des recettes pour la fiscalité, le comptable, il fait la même comptabilité et donc cela se retrouve au niveau du compte de gestion. Une fois par an, quand vous arrêtez le vote du compte administratif, vous devez d'ailleurs vérifier que le compte de gestion affiche les mêmes écritures que votre compte administratif. Donc, au moment où vous allez voter votre compte administratif, on va le voir dans le calendrier comment cela se fait, vous prenez une délibération avant, confirmant que le compte de gestion
est en ligne avec les écritures du compte administratif et que donc vous avez une comptabilité qui colle avec celle du comptable public. Pour un ensemble de collectivités locales volontaires, il y a eu la possibilité de fusionner le compte administratif et le compte de gestion via ce que l'on appelle le compte financier unique. C'était des collectivités locales qui étaient volontaires. Je ne sais pas s'il y en a dans l'Ariège et au besoin, on pourra revenir sur ce sujet si vous le souhaitez. Donc, budget primitif, on annonce un peu entre guillemets la couleur. Compte administratif, on retrace ce qui s'est réellement passé. On va commencer par les différents principes budgétaires. Ils sont au nombre de 5. L'annualité, l'unité, l'universalité, la sincérité et l'équilibre. 2 concernent la présentation de vos documents budgétaires. 3 concernent l'adoption de vos documents budgétaires. Donc tout d'abord, l'annualité. Qu'est-ce que cela signifie? On l'a vu tout à l'heure dans le cadre de la définition de ce qu'est un budget. L'annualité, c'est que l'ensemble des recettes et les dépenses d'une collectivité locale sont prévues pour une année, avec un exercice budgétaire qui est bien précis puisqu'il va du 1er janvier au 31 décembre. Autrement dit, contrairement à une entreprise, vous n'avez pas la possibilité de clôturer vos comptes en dehors d'une année civile. L'année commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Et cela est vrai pour l'ensemble des différentes collectivités locales françaises, donc aussi bien nos 35 000 communes, les 1200 intercommunalités, nos 9 000 syndicats, les départements et les régions. Alors, vous le verrez, quand il y a un certain nombre de principes, il existe toujours des exceptions. Quelles sont les différentes exceptions qui peuvent déroger à la règle de l'annualité? Il y a tout d'abord ce que l'on appelle la journée complémentaire. Qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour une collectivité locale, au-delà du 31 décembre, de pouvoir rattacher un certain nombre de dépenses et de recettes à l'exercice précédent. La journée complémentaire court jusqu'au 31 janvier de l'année N+1. Ça veut dire que jusqu'au 31 janvier de l'année N+1, si vous avez un certain nombre de dépenses et de recettes qui ont été engagées auparavant, vous avez la possibilité de les rattacher. Je vais prendre un exemple. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre. Nous avons passé un certain nombre de commandes de fourniture auprès de votre fournisseur habituel. Vous avez bien évidemment les crédits qui vous permettent de passer cette commande. La livraison se fait le 28 décembre. Par contre, la facture, vous n'allez la recevoir que le 10 janvier. C'est bien une dépense que vous avez engagée pour l'année 2020 et que vous allez vouloir rattacher sur l'exercice 2020. Et donc, dans le cadre de cette journée complémentaire, cette dépense que vous avez bien évidemment engagée en 2020, vous allez pouvoir la rattacher, même si la facture est perçue au mois de janvier et que le paiement se fait au mois de janvier, donc sur le mandat. Donc, c'est ça cette exception sur la journée complémentaire. Autre exception, c'est la possibilité de prévoir ce que l'on appelle un programme pluriannuel d'investissement avec des autorisations de programme crédit de paiement. C'est la possibilité pour une collectivité locale, lorsqu'elle engage des travaux importants, de prévoir des crédits de paiement pour chaque exercice. Vous avez décidé de refaire l'école en intégrant un centre de loisirs. Le programme total, c'est 3 millions d'euros de dépenses d'investissement. 2 millions pour l'école, 1 million pour le centre de loisirs. De manière à pouvoir mieux digérer les financements de ces différents investissements, vous avez décidé de le faire sur 2 exercices. L'école qui va être engagée en 2020, 2 millions d'euros, le centre de loisirs qui va être engagé en 2021, 1 million d'euros. Le fait de fonctionner en autorisation de programme crédit de paiement va vous permettre d'engager l'école à hauteur de 2 millions d'euros, 2 millions d'euros d'apports d'investissement, il faudra trouver 2 millions d'euros de recettes d'investissement pour pouvoir la financer, et d'engager qu'à partir de 2021, en crédit de paiement, le centre de loisirs, 1 million d'euros, et vous irez chercher la recette pour financer ce centre de loisirs à hauteur d'1 million d'euros. Donc, on va engager 3 millions d'euros de dépenses. Par contre, on va affecter des crédits de paiement relatifs à chaque opération, année par année, 2 millions en 2020. Ça veut dire que pour ces services, ce que prévoit le Code général des collectivités territoriales, c'est que la redevance qui est assise sur l'usager doit permettre de financer le coût de la dépense, donc le coût du service. Certes, il existe des exceptions pour les communes de moins de 3 000 habitants, où le budget principal peut abonder ces budgets annexes, mais par principe, le budget annexe du service de l'eau, de l'assainissement ou ordures ménagères avec redevance, il est censé s'auto-équilibrer, autrement dit, la recette fait face aux différentes dépenses qui vont être engagées. Donc, il n'y a pas la possibilité de fiscaliser ces différents services en prenant de la fiscalité que vous avez sur le budget principal ou en allant chercher des dotations pour financer les fichiers vers ces services. Ensuite, il y a la possibilité de créer aussi des budgets annexes pour des services particuliers. Et souvent, sur les petites communes, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des budgets annexes qui sont créés
pour tout ce qui concerne votre politique en termes de bois, notamment des budgets annexes forêts, hein, pour pouvoir isoler donc, ces recettes que vous rebasculez de temps en temps ensuite sur le budget principal au niveau des excédents. Aussi pour tout ce qui concerne des centres, du moins tout ce qui concerne le logement. On voit beaucoup de collectivités locales créer des budgets annexes hein, pour isoler votre politique en termes de location de logement, etc. Voilà, donc là, vous avez la possibilité de créer autant de budgets annexes que vous le souhaitez. J'attire juste votre attention, c'est que c'est vrai qu'en termes de comptabilité analytique, ça permet de bien isoler un service en particulier, si ce n'est que ça peut être lourd en termes de gestion derrière si vous avez un budget principal et plusieurs budgets annexes, et notamment si ces budgets annexes nécessitent des abondements du budget principal. Ensuite, on retrouve aussi les budgets autonomes et comptes rattachés. Hein, c'est tout ce qui va tourner autour de vos différents satellites, hein, le Centre communal d'action sociale, la Caisse des écoles, où là, souvent, ce sont des structures hein, qui gravitent autour de votre collectivité locale et qui sont financées via des subventions, hein, donc qui viennent du budget principal. Et bien évidemment, c'est aussi important de savoir comment ils fonctionnent, quelle est la subvention annuelle d'équilibre que vous leur versez, parce que indirectement, ça constitue une dépense récurrente que vous versez pour ces différents satellites. Les principes, ensuite, en ce qui concerne l'adoption des budgets. Tout d'abord, l'universalité. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il faut inscrire toutes les recettes et toutes les dépenses dans leur intégralité sans compensation. Ça veut dire que, par exemple, vous avez décidé de passer commande auprès du même fournisseur de fourniture de bureau et qui vous met en place une carte de fidélité. Au bout de la 10e commande, il vous fait une ristourne de 10%. Donc, la 10e commande, vous avez 100 de dépenses, mais au final, vous n'allez dépenser que 90. Dans votre compte administratif, vous n'allez pas retracer qu'une dépense à hauteur de 90, mais bien une dépense à hauteur de 100 en termes de dépenses. Et en atténuation de charges, vous aurez bien une recette à hauteur de 10. Donc, on inscrit bien la dépense en totalité et on intègre la ristourne qui est liée donc à votre fidélité en termes de recettes pour atténuer vos charges et on n'inscrit pas la dépense qu'à hauteur de 90. L'universalité indique également qu'il y a la non-affectation des recettes. Ça veut dire que l'ensemble des recettes de la section de fonctionnement finance la totalité des dépenses de fonctionnement. Et c'est la même chose en ce qui concerne la section d'investissement. L'ensemble des recettes d'investissement finance la totalité de vos dépenses d'investissement. Donc la fiscalité, les dotations financent globalement vos dépenses de fonctionnement, que ce soit le personnel, les différentes prestations de services, les frais financiers, etc. Les recettes ne sont pas affectées à une dépense en particulier. Ensuite, autre principe, la sincérité. Ça veut dire que quand vous présentez votre budget, il faut que le budget soit présenté de manière sincère. Autrement dit, on ne surévalue pas les recettes, on ne sous-évalue pas les dépenses. Globalement, c'est ce que vous faites, hein, et notamment, vous le verrez, quand vous proposez le budget primitif à votre assemblée délibérante, on a tendance à être prudent en termes de recettes, et donc à inscrire les recettes de manière très sécurisée et pas en les gonflant, et on a tendance à avoir la main lourde sur les dépenses de fonctionnement. Et lorsqu'on va comparer donc la réalisation de votre budget primitif par rapport au compte administratif, souvent ce que l'on constate, hein, c'est que les dépenses sont réalisées entre 90 et 95%, alors que les recettes sont réalisées entre 100 et 105%. Voilà. Donc, on peut toujours encaisser plus de recettes que ce qu'on prévoit au budget, hein, donc pas d'inquiétude là-dessus. Autre point important concernant la sincérité, c'est que s'il y a un risque qui est connu, vous avez l'obligation de provisionner. Donc, il y a des comptes qui existent hein, pour justement prévoir ces différentes provisions. C'est des opérations d'ordre, on va en parler dans quelques instants. Donc, vous mettez l'argent de côté, elle ne sort pas en trésorerie, hein, donc l'argent reste bien dans votre trésorerie. Néanmoins, c'est bloqué via un compte de provision, donc avec la somme qui est mise de côté si jamais effectivement le risque s'avérait et qu'il y avait une véritable sortie et donc que la dépense soit réalisée en réel. Principe important, c'est l'équilibre budgétaire. C'est ce qui va vous guider hein, tout au long de la préparation de votre budget, quand vous allez faire la préparation de votre budget. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux sections doivent être équilibrées en dépenses et en recettes. Section de fonctionnement équilibrée en dépenses-recettes, section d'investissement équilibrée en dépenses-recettes. L'équilibre budgétaire se fait bien évidemment avec l'évaluation de manière sincère aussi bien de l'ensemble de vos dépenses et de vos recettes. Et enfin, point important,
obligation de couvrir certaines dépenses par des recettes définitives, et c'est notamment le remboursement de l'annuité du capital de la dette, autrement dit le remboursement de vos dettes, qui doit être couvert par vos recettes propres de votre budget. Quelles sont-elles vos recettes propres? C'est l'excédent de vos recettes de fonctionnement sur vos dépenses de fonctionnement, auxquelles j'ajoute les recettes propres d'investissement qui doivent être supérieures au remboursement de la dette. Cela est défini directement au Code général des collectivités territoriales. Quand vous allez préparer votre budget, on le verra, on va prendre vos recettes de fonctionnement, moins vos dépenses de fonctionnement. J'ajoute vos recettes propres d'investissement. Ce résultat doit être supérieur au remboursement de votre dette. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous ne respectez pas la règle de l'équilibre budgétaire. Et donc, si on ne respecte pas la règle de l'équilibre budgétaire, c'est le risque d'avoir son budget qui soit déféré devant la Chambre régionale des comptes et des mesures de correction qui sont demandées en parallèle. Le calendrier. Je le disais, 2 mois avant le vote du budget primitif, on tient le débat sur les orientations budgétaires. Le budget primitif, vous avez jusqu'au 15 avril de l'année N pour l'adopter. C'est également à cette date qu'on arrêtera le vote des taux de fiscalité. Alors, taxe d'habitation, c'est simple, hein, ça va être assez rapidement gelé, foncier bâti, foncier non bâti, et éventuellement cotisation foncière sur les entreprises, avant le 15 avril. Le compte administratif, donc qui va retracer les écritures qui sont réellement passées sur l'année précédente, vous aurez jusqu'au 30 juin de l'année N. Par la suite, donc, le budget supplémentaire, c'est la reprise de vos excédents ou déficits du compte administratif qu'on va affecter sur l'année en cours. Donc, c'est via le budget supplémentaire que l'on peut adopter jusqu'au 31 décembre de l'année N et à tout moment dès que le compte administratif est adopté. Et vous avez la possibilité, une fois que vous avez voté votre budget primitif, de prendre des décisions modificatives jusqu'au 31 décembre de l'année N pour la section d'investissement, jusqu'au 21 janvier de l'année N+1 pour la section de fonctionnement. Qu'est-ce qui se passe tant que le budget primitif n'est pas voté? Est-ce que l'on peut engager un stock de dépenses ou de recettes? Le Code général des collectivités territoriales donne beaucoup de souplesse. Tant que le budget primitif n'est pas voté, vous avez la possibilité, l'année N+1, d'engager au niveau de la section de fonctionnement jusqu'à 100% des crédits de l'année précédente. Autrement dit, si vous décidez de voter votre budget primitif 2021 le 10 avril et que vous voulez engager un stock de dépenses sur le premier trimestre, vous pouvez engager sur la section de fonctionnement 100% des crédits du budget primitif 2020. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement vaste. Ça ne vous empêche d'engager un stock de dépenses de fonctionnement courantes, de prestations de services, sans attendre le vote du budget. Pour la section d'investissement, quelles sont les règles? Pour la section d'investissement, vous ne pouvez engager, tant que le budget n'est pas voté, que 25% des crédits du budget de l'année précédente, hors emprunt. Hors emprunt, j'insiste bien là-dessus. Ça veut dire que si vous avez des investissements engagés, par exemple, au mois de février ou au mois de mars, tant que vous n'avez pas voté votre budget, puisqu'on le votera le 10 avril, vous aurez la possibilité d'engager le quart des dépenses d'investissement de l'année précédente. Si vous aviez prévu 100 d'investissements, vous pouvez engager jusqu'à 25 et donc lancer autant de marchés publics en conséquence, tant que vous respectez le quart. J'ai bien insisté, hors emprunt. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'équilibrer vos dépenses d'investissement que vous engagez avant le vote du budget et que vous n'avez pas la trésorerie, vous n'avez pas la possibilité légale d'emprunter. Le recours à l'emprunt n'est possible qu'une fois que le budget primitif est voté. J'insiste sur ce point parce que nous, du côté de la Banque Postale, on est très prudents là-dessus. Il nous arrive de bloquer le versement d'un stock de contrat. Ce n'est pas forcément le cas de la part de certains de nos confrères. Néanmoins, le contrôle de légalité peut vous casser votre contrat. Ça ne nous est pas arrivé sur l'Ariège, mais ça ne nous arrivait pas très loin sur le département des Landes, où le contrat avait été cassé parce que le budget n'avait pas encore été voté. Donc, tant que le budget n'est pas voté, sur la section de fonctionnement, c'est souple, 100% des crédits de l'année précédente. Sur la section d'investissement, c'est 25% des crédits de l'année précédente, hors recours à l'emprunt. Est-ce que c'est clair là-dessus? J'avance, donc, puisque j'évoquais les différentes sections. Section de fonctionnement, section d'investissement. Qu'est-ce que la section de fonctionnement? Comme son nom l'indique, elle va retracer l'ensemble des différentes opérations qui concernent le fonctionnement courant d'une collectivité locale. Donc, grosso modo, c'est tout ce qui va concerner donc, les frais de personnel, les frais de chauffage, les prestations de services, les contrats d'assurance, les frais financiers.
En face, vous avez des recettes de fonctionnement, la fiscalité, les dotations, les produits des services et des domaines, les produits de la vente de bois, les produits de revenus des immeubles, etc. Par opposition à la section d'investissement. La section d'investissement, c'est ce qui va affecter le patrimoine de votre collectivité locale. Dès que vous engagez une dépense qui améliore, qui augmente le patrimoine de votre collectivité locale, on va la retrouver sur la section d'investissement. Donc, bien évidemment, c'est toutes les dépenses d'investissement que vous engagez, les frais d'études, et en face, les recettes d'investissement. Vous allez retrouver la récupération du FCTVA que vous allez récupérer avec un décalage de 1 an ou 2 ans, les recettes d'emprunt, parce que bien évidemment, ça affecte donc, le patrimoine de votre collectivité locale, etc. C'est important de bien l'avoir en tête, hein, et systématiquement, quand vous engagez des dépenses, c'est de se dire, c'est du fonctionnement ou c'est de l'investissement? C'est du fonctionnement, je l'affecte en fonctionnement, il faut que j'ai des recettes de fonctionnement en face pour pouvoir faire face à ces dépenses. C'est de l'investissement, c'est le côté positif, c'est que je peux emprunter pour financer mes dépenses d'investissement. On ne peut pas emprunter pour financer le fonctionnement. Donc, je rappelle la règle de l'équilibre budgétaire, les sections doivent être équilibrées donc, au niveau de chaque section. Donc, ça veut dire que mes dépenses de fonctionnement devront être équilibrées par mes recettes de fonctionnement. Et dans mes recettes de fonctionnement, je n'aurai que de la fiscalité, des dotations, des produits, des services et des domaines. Je n'ai pas l'emprunt. L'emprunt, ce n'est qu'une recette de la section d'investissement. Opérations réelles, opérations d'ordre. Les opérations réelles, c'est celles qui vont donner lieu à décaissement des fonds. Donc, ça veut dire que l'argent va sortir de votre compte au trésor ou va rentrer. Vous l'avez déjà noté, hein, vous êtes l'ordonnateur, vous dans votre collectivité locale. Vous ordonnez la dépense ou vous ordonnez l'encaissement de la recette. Par contre, ce n'est pas vous qui avez l'argent. Vous n'allez pas ouvrir un compte à la banque postale, à la caisse d'épargne ou au crédit agricole. L'argent, il transite sur le compte du trésor public, chez votre comptable. C'est lui qui encaisse l'ensemble des différentes dépenses, c'est lui, de l'ensemble des différentes recettes, c'est lui qui paye l'ensemble des différentes dépenses. Toutes les opérations réelles, donc, elles donnent lieu à mouvement de fonds. Par opposition aux opérations d'ordre, où là, il n'y aura pas de mouvement de fonds. J'évoquais avec vous les dotations aux amortissements. Il y a un risque qui est connu sur votre collectivité locale. Vous mettez l'argent de côté via une dotation aux amortissements, compte 68, donc au niveau de votre collectivité locale. Autre opération d'ordre qui est importante, hein, c'est quand vous préparez votre budget primitif, vous aurez au niveau de vos dépenses de fonctionnement souvent une ligne qui s'appelle l'autofinancement prévisionnel, qui est le virement à la section d'investissement. Donc sur le budget primitif, vous avez l'ensemble de vos recettes de fonctionnement et vous avez dans vos dépenses un certain nombre de lignes, mais également ce que l'on appelle le virement prévisionnel donc à la section d'investissement, qui est l'autofinancement prévisionnel du budget primitif pour financer un certain nombre d'opérations d'investissement. Donc c'est une opération d'ordre, vous la retrouvez en dépenses de fonctionnement, et elle vient en équilibre, en recettes d'investissement d'ordre, pour équilibrer donc la section d'investissement. L'ensemble des opérations d'ordre, en dépenses et en recettes, doivent s'équilibrer par définition, puisqu'il n'y a pas de décaissement de fonds, et donc on doit bien retrouver cet équilibre au niveau des opérations d'ordre. On retrouve là globalement les différents équilibres, hein, donc votre section de fonctionnement, votre section d'investissement, en couleur noire l'ensemble des différentes opérations réelles. Vous retrouvez ensuite en rouge ce que l'on appelle les différentes opérations d'ordre. Et donc on retrouve bien effectivement donc, au moment du budget primitif ce que l'on appelle le virement à la section d'investissement qui vient équilibrer la section d'investissement. Et lorsque vous votez votre compte administratif, hein, c'est l'excédent de fonctionnement reporté que vous affecterez soit en fonctionnement soit en investissement pour financer des dépenses nouvelles. Le vote du budget. Est-ce qu'on le vote par nature? Est-ce qu'on le vote par fonction? Alors de quoi il s'agit? Tout d'abord, en fonction de la strate de population, il y a des règles qui sont définies par le Code général des collectivités territoriales. Les communes de moins de 3 500 habitants ne peuvent voter leur budget que par nature. Celles entre 3 500 et 10 000 habitants le votent également par nature avec la présentation par fonction. Celles de plus de 10 000 habitants peuvent le voter soit par nature, soit par fonction. Alors, le vote par nature, c'est en fonction donc de la nature, charge personnelle, charge financière. Le vote par fonction, c'est en fonction des grandes familles et des différentes fonctions. Autant prendre tout de suite un exemple concret, comme ça vous allez voir tout de suite à quoi cela correspond. Le vote par nature, vous allez voter votre budget par chapitre ou par article. Je ne peux que vous inviter à le voter directement au niveau du chapitre. 011, 012, 65, 66, c'est beaucoup plus sécurisé que de le voter par article 60, 61, 62, 63, parce que
ça ne permet pas de faire des virements crédits au sein du même chapitre si vous le votez par article. Donc, le fait de le voter par chapitre donne plus de souplesse. Vous votez des crédits au niveau donc, de chaque grand chapitre. Et ensuite, au sein des mêmes articles, vous avez la possibilité de faire des virements de crédit si effectivement il y a des dépenses supplémentaires qui sont nécessaires. Le vote par fonction, c'est donc les grandes familles budgétaires telles qu'elles sont prévues. La nomenclature comptable, vous ne la connaissez pas de manière par cœur. Hein, je ne sais pas si je regarderai tout à l'heure si je l'ai bien pris. Donc moi, ce que je ferai, c'est que je vais récupérer la liste des différents élus qui se sont inscrits à cette réunion et je vous adresserai à la nomenclature comptable M14 de manière à ce que vous puissiez la voir directement sous un format dépliant pour votre préparation budgétaire par la suite en cadeau de bienvenue. Les différents contrôles. Alors, il n'y a pas de contrôle a priori, il n'y a que des contrôles a posteriori. Ils sont exercés essentiellement par le préfet, avec toutes les délibérations que vous adoptez, que vous transmettez systématiquement au contrôle de légalité. L'ensemble des différents documents budgétaires doit être également transmis au préfet, avec des délais stricts à respecter. En gros, le budget primitif doit être voté avant le 15 avril. Dans les 15 jours qui suivent son adoption, ils doivent être transmis au contrôle de légalité. Donc, la date limite de transmission du budget primitif au contrôle de légalité est au 30 avril au plus tard. Si, pour le compte administratif, également, il doit être transmis dans les 15 jours qui suivent l'arrêt du compte administratif. Le compte administratif doit être voté avant le 30 juin. Vous avez au maximum jusqu'au 15 juillet pour transmettre votre compte administratif au contrôle de légalité. Quels sont les contrôles qui sont opérés par le préfet? Le préfet, il va vérifier que les documents lui sont bien transmis. Le budget primitif lui a bien été transmis. Le compte administratif lui a bien été transmis. Que ces différents documents sont bien votés de manière sincère, qu'ils sont bien votés en équilibre et que les dépenses obligatoires sont bien inscrites ou que quelqu'un constate qu'il y a une dépense obligatoire qui n'a pas été inscrite et qui saisit le préfet. Dans ce cas, le préfet va vérifier si cette dépense obligatoire, effectivement, est manquante ou pas. Si on rentre dans ces différents cas qui sont prévus, le préfet, ce n'est pas lui qui a le pouvoir de modifier le budget. Il saisit la Chambre régionale des comptes qui, elle, audite les différents documents budgétaires et va indiquer au préfet si effectivement il manque une dépense, si le budget est insincère ou si le budget n'est pas équilibré. Si la Chambre régionale des comptes donne raison au préfet, elle va faire des préconisations pour, bien évidemment, intégrer cette dépense supplémentaire, donc avec une recette en conséquence, ou redresser l'équilibre budgétaire si effectivement la Chambre considère que le budget n'est pas équilibré. Alors, généralement, une collectivité locale, avant de se retrouver dans cette situation, on le voit, c'est 2-3 ans. Quand il commence à y avoir un effet de ciseaux, que les dépenses sont très fortes, que les recettes ont plutôt tendance à diminuer, que vous avez de plus en plus de mal à voter un budget en équilibre. Donc, on voit un peu les choses venir. Votre comptable aussi vous alerte au niveau de la direction départementale des finances publiques. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain, on se retrouve devant la Chambre régionale des comptes. Mais lorsque cela arrive, j'ai envie de dire, c'est un peu tard, parce que le préfet, il ne passe pas par quatre chemins avec la Chambre régionale des comptes. Il supprime toutes les dépenses non obligatoires. C'est quoi? C'est les dépenses de fonctionnement telles que les subventions que vous versez aux associations. C'est les indemnités aux élus, qui sont des dépenses non obligatoires, et un certain nombre de services que vous offrez qui ne sont pas des services obligatoires qu'on va supprimer. Si cela ne suffit pas, il va augmenter les recettes, et les recettes, c'est quoi? C'est la fiscalité. Donc, s'il y a besoin d'augmenter les taux du foncier bâti et non bâti de 40 ou 50%, il les augmentera de manière à obtenir l'équilibre du budget. Donc, soyez très prudents donc, sur la règle de l'équilibre budgétaire. C'est important. Lorsque vous engagez des dépenses, il faut trouver une recette en face pour équilibrer son budget. Quand vous engagez des investissements, c'est de se dire demain, ces investissements, ils vont générer des dépenses supplémentaires. Est-ce que j'ai les moyens de financer demain ces dépenses nouvelles sur ma section de fonctionnement? Ça, c'est primordial. J'y reviendrai tout à l'heure par la suite. La règle de l'équilibre budgétaire, elle est essentielle et il faut la respecter en année N, mais l'anticiper en année N+1 et les années suivantes. Tout cela se fait dans un cadre et un carcan comptable avec des nomenclatures comptables qui s'appliquent. Pour vous, au niveau de vos communes, c'est ce que l'on appelle la M14. C'est le plan de compte qui régit votre budget que vous allez présenter à votre assemblée délibérante avec les différents chapitres, les différents articles. Aujourd'hui, je fais des dépenses d'entretien de voirie. C'est quel article? Donc, c'est sur le chapitre 011, article 61 quelque chose, je ne le connais pas par cœur. J'ai des frais financiers à payer à ma banque, c'est le chapitre 66, c'est les intérêts de la dette, article 661. Voilà, donc tout cela est défini donc dans la nomenclature comptable M14
qui est révisé chaque année au 31 décembre de chaque année. Vous allez sur le site du ministère de l'économie et des finances, vous la retrouvez, les différents logiciels aussi budgétaires, hein, donc l'intègre, donc pour que vous puissiez la retrouver facilement. Et je vous dis, hein, donc moi je vous adresserai ce petit plan comptable M14, comme ça vous l'aurez sur votre bureau, et ça sera un petit peu votre Bible, hein, qui vous servira pour la suite. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Je n'ai pas regardé sur le chat. Alors, non, moi, j'ai rien vu sur le chat. Maintenant, vous pouvez activer vos micros si vous avez des questions sur cette partie-là. N'hésitez pas. Et encore une fois, toutes mes excuses pour la coupure de tout à l'heure. On avance alors sur la construction. Très bien, s'il n'y a pas de questions. Alors, la construction du budget. Une fois qu'on a validé, en gros, vous connaissez tous les documents. Budget primitif avec des budgets annexes. Compte administratif qui va retracer ce qu'on a réalisé. Vous avez en tête les différents principes, le calendrier, et bien on va commencer à construire son budget. Quand on construit son budget, on n'est pas tout seul dans son coin. Vous l'avez déjà constaté pour ceux qui ont déjà fait l'exercice budgétaire sur 2020. Alors, sachant que c'était un petit peu exceptionnel, hein, puisque comme les élections municipales ont été décalées, vous avez bien vu que le calendrier budgétaire a aussi été décalé en conséquence, puisque si les équipes précédentes n'avaient pas voté leur budget primitif, vous aviez jusqu'au 31 juillet pour le voter. Quel est le microcosme qui intervient? Le maire, il propose le budget, le conseil municipal le vote. Avant tout cela, il propose un rapport sur les orientations budgétaires et le conseil municipal débat sur les orientations budgétaires, notamment sur les communes de plus de 3500 habitants. Tout cela, bien évidemment, est lié à ce que vous voulez faire. Alors, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, hein, donc des équipes nouvellement élues ou renouvelées dans ces différentes fonctions, et donc vous avez pris des engagements en termes de nouveaux services que vous voulez lancer, en termes d'investissements que vous voulez réaliser, en termes de fiscalité, de politique tarifaire. Donc tout cela, bien évidemment, est intégré, hein, donc dans la feuille de route que vous êtes fixée. Et cette feuille de route, on la retrouve bien évidemment en fonction des orientations budgétaires que vous fixez. Vous êtes pour cela appuyé avec votre administration. Alors je sais bien que dans les petites collectivités locales, hein, cela se réduit à une portion assez congrue. C'est le maire qui se met autour de la table avec sa secrétaire de mairie. De temps en temps, le comptable public va pouvoir vous aider et vous allez donc faire ce travail. Dans les plus grandes collectivités locales, tout ce qui est la préparation budgétaire, ça prend plusieurs mois. Hein. Si je prends par exemple un département, une grosse commune, la préparation budgétaire, hein, c'est 3 à 4 mois. Chaque service indique quelles sont les dépenses qu'il souhaite engager l'année suivante, éventuellement les recettes qu'il anticipe, hein, notamment sur des subventions d'investissement qu'on va aller chercher, ou des recettes particulières en termes de recettes tarifaires, etc. Tout cela est centralisé au niveau donc, de la collectivité locale. On cumule les dépenses, on cumule les recettes. On se rend compte que finalement, on a plus de dépenses que de recettes. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire des arbitrages, réduire des choses. Et tout cela, ça nécessite des allers-retours entre les différents services. En fonction des collectivités locales, hein, cela est assez variable. Il y a aussi les différentes commissions municipales, hein, que vous avez mis en place, qui peuvent faire des propositions d'actions, d'amendements. La commission des finances, hein, avec des propositions budgétaires, pour vous aider à préparer le budget. Dans le cadre de la préparation du budget, moi, je ne peux que vous inciter aussi à travailler en étroite collaboration avec le comptable public. Il est là pour vous accompagner. Je sais qu'il est il a des ressorts de plus en plus larges, il est un peu moins disponible, mais il y a une volonté au niveau de chaque direction départementale des finances publiques, hein, de mettre en centrale des personnes dédiées pour vous aider à la préparation budgétaire, pour pouvoir vous accompagner là-dessus. Donc, n'hésitez pas aussi à les solliciter, ils sont là pour vous conseiller, et en plus, ils sont payés en conséquence. Alors, quand vous préparez le budget, il y a des informations qui sont externes, internes à la collectivité locale. Les informations externes, c'est celles qui vont être communiquées par l'État. C'est tout ce qui va toucher, bien évidemment, la fiscalité, via ce que l'on appelle les états de notification des bases fiscales. Ne soyez pas étonnés, on appelle ça donc les états 1259, les états 1259, MI, pour être plus précis. Donc là, cet état, il va vous être communiqué assez tardivement, puisque généralement, c'est plutôt fin mars, où on vous indique les bases de fiscalité de taxes d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti, éventuellement fiscalité professionnelle, CFE si c'est chez vous, les différents abattements qui existent, les différentes compensations, le taux de l'année précédente, vous indiquez le nouveau taux que vous voulez adopter, et base fois taux, vous retrouvez donc le nouveau produit fiscal que vous avez en conséquence. Ça, c'est fourni directement par l'administration fiscale. Vous avez également les informations concernant les dotations.
dotation forfaitaire, dotation de solidarité. Elles sont plusieurs, hein, donc les dotations de solidarité urbaine, dotation nationale de péréquation, dotation de solidarité rurale, dotation élue locale, hein, donc, et toutes ces dotations vous sont communiquées également par les services de l'État. Alors, il n'y a plus d'arrêté individuel pour chaque collectivité locale, hein, maintenant c'est directement publié au journal officiel et mis sur le site donc, du ministère de l'Intérieur, sur le site internet dotationdgcl-intérieur.gouv.fr, et là vous retrouvez donc l'état de notification qui vous est communiqué. Alors n'ayez pas à le surveiller en permanence, hein. Lorsque les dotations sont mises en ligne, généralement les services de l'État vous en informent par mail en disant voilà les dotations sont mises en ligne, vous pouvez récupérer l'information qui vous concerne. Là également ces informations sont transmises assez tardivement puisque généralement c'est plutôt fin mars. Vous avez 15 jours, une fois que... Alors, pardon, je reformule. Ces informations, l'État s'engage à vous les transmettre au plus tard le 31 mars. Si, pour différentes raisons, la transmission de ces informations se fait au-delà du 31 mars, dans ce cas, vous avez 15 jours à partir du moment où les informations vous sont communiquées pour voter votre budget primitif. À titre d'exemple, en 2019, il y a eu un petit souci auprès de la Direction générale des collectivités locales. Donc, les dotations avaient été mises en ligne en retard. Elles avaient été mises en ligne le 4 avril, ce qui fait que la date limite de vote des budgets primitifs a été décalée au 19 avril. Donc, en 2021, normalement, l'État vous transmet toutes ces informations avant le 31 mars. Si vous les transmet après le 31 mars, le délai pour adopter le budget primitif, il est décalé d'autant, puisque vous avez 15 jours une fois que les informations vous sont transmises. Il y a des informations qui sont internes à la collectivité locale. Donc là, en gros, c'est à vous de regarder ce qui s'est passé les années précédentes. Les comptes administratifs des années précédentes vont vous donner une idée de ce que vous avez déjà en dépenses récurrentes. Ce que vous avez également en termes d'extinction de la dette. Ça, c'est aussi une information importante. Il est possible que vos prédécesseurs aient fait des investissements, j'espère. Souvent, les investissements sont financés par des emprunts. C'est important de savoir comment s'éteint votre dette, parce que si vous avez des prêts qui finissent cette année, ben, ça veut dire que l'année prochaine, il n'y a plus d'échéance à payer. Donc, ça vous donne une plus grande bouffée d'oxygène si vous voulez emprunter, parce que ça améliore bien évidemment vos ratios d'autofinancement. C'est les différentes analyses financières qui ont pu être réalisées soit par des cabinets externes, hein, soit par votre comptable, soit par des établissements bancaires comme la Banque Postale. Et vous retrouvez aussi toutes les informations concernant les recettes récurrentes que vous avez, les cotisations, les subventions que vous versez, les contingents, etc. Les autres informations externes, je ne vais pas forcément venir dessus, on le trouvera. Après, il y a d'autres informations que vous pouvez chercher aussi auprès d'autres partenaires. Alors, là, je fais ma petite page de pub hein, en ce qui concerne le débat d'orientation budgétaire. C'est quoi? C'est un document qu'on réalise chaque année, qu'on met en ligne début janvier, qui résume la loi de finances impactant les collectivités locales. Pour l'exercice 2020, on l'a actualisé à différentes reprises, hein, parce que comme vous le savez, avec la pandémie, l'État a modifié régulièrement la loi de finances avec différentes lois de finances rectificatives, avec notamment une troisième loi de finances rectificative qui a été adoptée hein, donc, cet été, où justement il y a une mesure précise qui a été adoptée pour le bloc communal, qui est donc la compensation pour les recettes fiscales et tarifaires, si jamais il y avait une baisse hein, donc, dans ce domaine. Donc l'État a dit, on va prendre des recettes fiscales et tarifaires des exercices 2017, 2018, 2019, qu'on va moyenner, et si vos recettes en 2020 ont baissé, vous serez compensé. Donc l'État avait dit dans sa grande bonté que c'était 750 millions d'euros qui étaient fléchés pour aider en gros 10 à 15 000 collectivités locales. Bon, au final, c'est 2500 collectivités locales communes hein, qui vont bénéficier de ce dispositif pour à peu près 150 à 200 millions d'euros. Mais on le voit, voilà, il y a ces mesures de compensation qui ont été mises en place dans le cadre des lois de finances rectificatives, et tout cela est résumé dans le débat sur les orientations budgétaires. Donc c'est un document que l'on publie, hein, qui peut être utile pour vous, puisqu'il rappelle le contexte macroéconomique dans lequel s'inscrit votre collectivité locale, l'évolution des taux tels qu'on les anticipe, un résumé de la loi de finances, donc avec notamment les différentes mesures hein, pour le bloc communal, département et région. Et comme ça, derrière, vous avez juste à intégrer votre programme pluriannuel d'investissement, vos dépenses de fonctionnement et notamment un focus sur votre masse salariale, les frais de personnel, votre politique fiscale telle que vous l'envisagez et votre DOB, il est fait. Donc ça, c'est l'idéal.
Il y a d'autres guides qui peuvent être utiles, hein, donc celui réalisé par l'Association des maires de France, hein, que vous avez dû recevoir récemment avant cet été, hein, donc le guide du maire, le guide du président de l'intercommunalité également. Ça, c'est un document qui est hyper riche, avec une rubrique spécifique hein, sur les finances et notamment le budget, qui peut être utile. Enfin, le guide du maire qui est réalisé par la Direction générale des collectivités locales. Et là-dessus, hein, vous retrouvez notamment un exemple de modèle de délibération cadre pour tout ce qui concerne le recours à l'emprunt. Vous savez, hein, donc je l'évoquais avec vous, pour financer vos investissements, vous pouvez emprunter, uniquement pour financer vos investissements, soit c'est le conseil municipal qui délibère sur le recours à l'emprunt, soit vous donnez délégation au maire au titre de l'article L2122 alinéa 22 du Code général des collectivités territoriales. Il y a un certain nombre d'items qui sont prévus. Dans ce cas, vous déléguez au maire donc la possibilité du recours à l'emprunt. J'attire votre attention sur le fait qu'aussi aujourd'hui les banques sont de plus en plus vigilantes et exigeantes en la matière. Si vous donnez une délégation au maire pour recourir à l'emprunt, il faut bien prévoir des limites, donc des montants maximum, soit en termes de durée, soit en termes de volume d'emprunt. Ne précisez pas uniquement à hauteur des crédits votés au budget primitif. Les banques vont vous dire que ce n'est pas suffisant. Vous pouvez rajouter une ligne et d'une durée maximum de 30 ans. Dans ce cas, ça permet de définir une limite. Vous le faites déjà, par exemple, sur le recours de lignes de crédit, où vous définissez un montant maximum de lignes de crédit. Une délibération cadre qui n'indique pas de montant maximum peut être considérée comme illégale par le contrôle de légalité et les banques sont de plus en plus vigilantes en la matière. Alors là, je reprends ma casquette de banquier. Sur le recours à l'emprunt, précisez un montant maximum, soit unitaire, soit annuel, et une durée maximum. Et comme ça, vous êtes couvert là-dessus. Alors, je reviens un peu sur le microcosme. Le budget d'une collectivité locale, certes, il y a le budget principal, il y a les différents budgets annexes, mais je l'évoquais avec vous, il y a les budgets autonomes. Si vous financez votre centre communal d'action sociale, votre caisse des écoles, avec des participations, tout cela, il faut bien évidemment les intégrer. Mais il y a également vos syndicats, sur lesquels on va aller faire un focus un petit peu plus particulier. Il y a toutes les associations que vous accompagnez, bien évidemment les différents clubs sportifs, les associations culturelles, les autres associations de loi 1901, qui sont financées par des subventions. Donc tout cela, bien évidemment, c'est important de savoir quelles sont les subventions que vous versez annuellement, parce que c'est souvent des subventions récurrentes. Il peut y avoir aussi d'autres satellites, hein, donc le département, on va aller chercher des subventions auprès du département, de la région. On va travailler peut-être avec une société économique mixte, les différents délégataires, et l'intercommunalité. Et donc, avec un certain nombre d'entre elles, hein, donc il y a des liens financiers qu'il faut bien évidemment connaître et identifier. Je ne reviens pas sur le paysage intercommunal, si ce n'est que là, vous retrouvez un petit focus un peu plus particulier concernant l'évolution des différents groupements à fiscalité propre entre les communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines. Tout d'abord, si vous ne l'avez pas encore fait, il faut que vous récupériez les statuts de l'intercommunalité à laquelle vous avez adhéré. Pourquoi? Parce que dans les statuts, il est indiqué quelles sont les compétences de votre intercommunalité. Il y a les incompétences qui sont obligatoires au titre de la loi, sachant que pour les communautés de communes, elles sont moins importantes que pour les communautés d'agglomération. Et il y a ensuite des compétences optionnelles. Petite enfance, éducation, centre de loisirs, j'en sais rien. Tout cela est variable d'une intercommunalité à l'autre. Quand une communauté est compétente dans une matière spécifique, ça veut dire que c'est elle qui intervient et que la commune ne peut pas intervenir à partir du moment où la compétence a été déléguée. Donc, récupérer les statuts pour savoir qui fait quoi, et celui qui a la compétence, bien évidemment, c'est celui qui paye. Ensuite, sur votre intercommunalité, il faut que vous regardiez à quel régime fiscal vous êtes. Est-ce que vous êtes en fiscalité additionnelle? Donc, autrement dit, c'est un taux qui va s'appliquer en plus des taux que vous avez pratiqués, donc sur le foncier bâti, le foncier non bâti, ou est-ce que vous êtes en fiscalité professionnelle unique? Donc, auquel cas, ça veut dire que de par le passé, la taxe sur les entreprises, hein, donc ce qu'on appelait la taxe professionnelle, hein, qui est devenue aujourd'hui la CFE et la CVAE, donc la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, a été transférée à l'intercommunalité. Et donc, la fiscalité sur la taxe d'habitation et le foncier bâti, voilà, vous l'avez chez vous. Alors, il reste une part de taxe d'habitation aux intercommunalités provisoirement, on va voir tout ça tout à l'heure. Et par contre, la fiscalité sur les entreprises, elle est prise directement sur votre intercommunalité. Ensuite, il y a les différents flux financiers, je vais y venir dessus.
où est-ce que je les ai, les flux financiers? Voilà. Finalement, je me rends compte que l'ordre n'est pas très bon. Les différents flux financiers, c'est que votre intercommunalité vous verse la plupart du temps une attribution de compensation. Cette attribution de compensation, elle a été calculée au moment où la compétence a été transférée. À titre d'exemple, vous avez décidé de transférer la compétence petite enfance, enfance, éducation. Donc l'ensemble des charges de personnel, éventuellement le chauffage pour les différents équipements, les intérêts de la dette si les équipements avaient été financés par emprunt, on a fait le cumul de toutes les dépenses que vous avez transférées. En face, un certain nombre de recettes ont été transférées, bien évidemment les différents produits qui étaient perçus pour les crèches petite enfance, et éventuellement, si vous aviez la fiscalité professionnelle et qu'on a la fiscalité professionnelle unique, l'ensemble du produit donc, de la taxe professionnelle. L'attribution de compensation, elle était calculée, on faisait donc le différentiel entre les recettes transférées moins les dépenses transférées. Généralement, on transférait plus de recettes que de dépenses, ce qui fait que, pour que ce soit neutre, l'intercommunalité versait une attribution de compensation à la commune. Attention, il est possible que dans vos communes, vous ayez une attribution de compensation négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment du transfert, vous avez transféré plus de dépenses que de recettes. Donc, vous payez à votre intercommunalité une dépense récurrente qui est cette attribution de compensation négative. Par définition, les attributions de compensation sont figées dans le temps. Elles peuvent être révisées par ce que l'on appelle la commission locale d'évaluation des charges transférées et la CLECT est amenée à redélibérer chaque fois qu'il y a un nouveau transfert de compétences. Donc, c'est un travail qui est important lorsqu'on fait des transferts de compétences, de bien évaluer le coût de la dépense transférée, de manière à ce que l'attribution de compensation qui vous soit reversée en conséquence soit la plus équilibrée possible. Ensuite, il y a d'autres flux entre les intercommunalités et vous. C'est ce que l'on appelle les dotations de solidarité communautaire, qui sont obligatoires pour les communautés urbaines et les métropoles, ce qui ne concerne pas le département de l'Ariège. Elles sont optionnelles pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Ça veut donc dire que chaque année, le conseil communautaire valide la mise en place d'une dotation de solidarité communautaire et son montant. Ça veut dire que d'une année sur l'autre, bien évidemment, une DSC peut disparaître. Donc, ne pas tout tabler sur une DSC, une dotation de solidarité communautaire, puisque chaque année, celle-ci peut être supprimée. Alors, les élus municipaux, ce sont ceux qui siègent au sein de l'intercommunalité, donc généralement, vous en débattez entre vous, et ce n'est pas comme ça du jour au lendemain où la dotation de solidarité communautaire disparaît. Voilà pour les différents flux concernant donc l'intercommunalité. Je reviens juste sur un point particulier. C'est la loi engagement de proximité qui a été adoptée en décembre dernier, qui met en place un certain nombre de choses concernant les fonctionnements des intercommunalités. Tout d'abord, la mise en place d'un pacte de gouvernance qui doit être élaboré au début du mandat, et surtout la création d'une conférence des maires, puisque aujourd'hui on a un certain nombre d'intercommunalités qui sont de taille XXL, notamment dans des territoires ruraux et des départements ruraux comme chez vous. Des fois, vous pouvez avoir des intercommunalités qui regroupent 30, 40 communes. L'ensemble des différents maires ne siègent pas au bureau communautaire. Donc, à côté du bureau communautaire, il y a une conférence des maires qui se met en place où chaque commune est représentée par son maire, ce qui permet donc d'instaurer un dialogue au niveau de l'intercommunalité, que chaque élu soit bien évidemment informé de ce qui se passe au sein de son intercommunalité. Bon, les communes nouvelles, je vais passer assez rapidement, puisque sur le département de l'Ariège, il y a peu de collectivités locales qui sont impactés. C'est la possibilité, juste pour une commune nouvelle, de verser à sa commune déléguée des dotations donc pour permettre son fonctionnement. Je reviens, donc, l'exercice de synthèse sur le budget. Il y a les priorités de mandat, il y a un cadre comptable. On doit bien évidemment intégrer les incontournables, les différentes priorités, tout en respectant le schéma d'équilibre budgétaire. Donc, qui dit nouvelle dépense, dit il faut trouver la recette en face pour respecter la règle de l'équilibre budgétaire. Justement, on voit les différentes présentations simplifiées du budget. Si vous avez des dépenses nouvelles que vous intégrez en fonctionnement, vous avez décidé de recruter un agent supplémentaire, de faire des commandes plus importantes de fournitures, de verser plus de subventions aux associations, si vous engagez plus de dépenses, il faut retrouver en face une recette. Du côté de la fiscalité, des dotations, des produits, des services, on voit bien que ce n'est pas si simple que ça de trouver des produits nouveaux pour faire face à des dépenses nouvelles. Du côté des investissements, c'est un petit peu plus facile, puisque si j'engage des dépenses d'investissement, je peux emprunter, si ce n'est qu'il faut bien évidemment que je pense au remboursement de ma dette, et le remboursement de la dette
doit être assurée par les recettes propres issues de la section de fonctionnement, recettes de fonctionnement moins dépenses de fonctionnement, auxquelles j'ajoute mes recettes propres d'investissement, donc les sommes des différentes subventions et dotations reçues, et il faut que cette somme, donc réponse des recettes de fonctionnement moins dépenses de fonctionnement, plus recettes propres d'investissement, doit être supérieure au remboursement de la dette pour respecter la règle de l'équilibre budgétaire. Justement, quand vous allez préparer votre budget, qu'est-ce qui est récurrent et les dépenses obligatoires? Les dépenses obligatoires, c'est les charges personnelles. Donc, j'intègre bien l'ensemble des différentes charges personnelles au moment où je prépare mon budget. Je les vote de manière sincère. Donc, j'ai 15 agents dans ma collectivité locale, je vote bien les crédits budgétaires pour mes 15 agents. Toutes les dépenses d'entretien de l'hôtel de ville, toutes les dépenses également qui sont liées aux services publics sont des dépenses obligatoires. Les intérêts de la dette sont également des dépenses obligatoires. Les contingents et participations qu'on verse au syndicat sont des dépenses obligatoires. Donc, tout cela est inscrit en termes de préparation, donc en termes de dépenses. Ensuite, il y a vos dépenses récurrentes que vous allez rajouter, les fournitures, etc. Et puis, il y a des dépenses un peu contraintes, parce que vous allez laisser lancer une nouvelle politique, des subventions que vous versez aux associations, parce que vous savez très bien que si vous ne versez pas telle subvention à tel comité des fêtes, à tel club sportif, il arrête son fonctionnement, ce qui est compliqué. En face, vous allez inscrire vos recettes. Les recettes fiscales, les dotations, les avions à radans, les différentes recettes récurrentes, les résultats antérieurs également. Sur les syndicats, effectivement, j'évoquais qu'il y avait des dépenses aussi obligatoires. Donc, quand vous adhérez à un syndicat d'eau, d'électricité, de regroupement pédagogique, celui-ci fonctionne avec des contributions qui sont appelées auprès des différentes communes. Donc au niveau du chapitre 600, du moins l'article 657, ce sont des dépenses obligatoires. Donc, vous devez bien évidemment prévoir ces différents crédits. Donc, quand on prépare son budget, on intègre bien évidemment toutes les dépenses récurrentes, toutes les dépenses obligatoires. Vous faites le total de toutes vos dépenses. Vous allez en face chercher vos différentes recettes, et puis on va vérifier sur la section de fonctionnement, est-ce que mes recettes sont suffisantes par rapport à mes dépenses? Si c'est le cas, très bien. Si ce n'est pas le cas, ça peut être compliqué. Je reviens sur l'investissement. On va lancer des investissements. Je disais, sur l'investissement, c'est un peu plus facile, parce que si j'investis, je peux emprunter sur la section de fonctionnement. À part que si je peux emprunter sur ma section d'investissement. Par contre, mon emprunt, il faut bien que je le rembourse demain. Posez-vous toujours la question sur vos investissements. Est-ce que les investissements que vous lancez vont générer des charges de fonctionnement? Je crée une crèche, ça coûte demain. Je crée une piscine, c'est très cher d'ailleurs en fonctionnement. Par contre, je fais des dépenses d'entretien de ma voirie, des dépenses d'amélioration énergétique sur mes différents bâtiments publics. Ce sont des dépenses d'investissement qui ne vont pas générer de nouvelles dépenses. J'ai presque envie de dire, c'est même des dépenses qui peuvent diminuer vos dépenses, notamment si vous isoliez mieux vos différents bâtiments publics. Donc, systématiquement, quand on engage des investissements, quel va être l'impact de mes investissements derrière? Le législateur, d'ailleurs, a voulu qu'il y ait plus de transparence lorsque vous lancez des investissements importants, de manière à ce qu'on communique auprès de l'Assemblée délibérante dans ce domaine. Et donc, dans le cas de la loi NOTRe, il y a un article qui a été ajouté au Code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne les dépenses d'investissement dites exceptionnelles. C'est quoi? C'est une opération d'investissement dont son montant est supérieur à un seuil qui est fixé par décret. Autrement dit, je suis une commune de 4000 habitants, j'ai une section de fonctionnement à hauteur de 4 millions d'euros, je décide de réaliser une école qui représente 7 millions d'euros. Bon, c'est cher, je suis d'accord. Cette école représente plus de 150% de mes recettes de fonctionnement. Dans ce cas, je suis dans ce que l'on appelle une dépense d'investissement exceptionnelle, et donc je dois fournir à mon assemblée délibérante un rapport qui précise toutes les charges anticipées que je prévois pour ce nouvel équipement. Les charges de chauffage, le personnel supplémentaire, le nouveau contrat d'assurance pour assurer donc ce nouvel équipement, et éventuellement les frais financiers qui vont être inhérents au fonctionnement, donc du moins l'investissement que je vais réaliser sur cet équipement exceptionnel. C'est important de bien le prévoir parce que ça permet d'avoir une meilleure visibilité lorsque vous lancez des investissements dits exceptionnels. Ces seuils sont bien évidemment différents en fonction de la taille de la collectivité locale. J'attire votre attention que sur les communes de moins de 5000 habitants,
notamment les plus petites d'entre elles, hein, notamment lorsqu'on est sur des communes de 500, 600 habitants, vous avez une section de fonctionnement qui n'est pas très élevée, donc très vite, on peut dépasser 150% des recettes réelles de fonctionnement. Donc si on est dans ce seuil, prévoyez bien cette étude d'impact. Il n'y a pas de sanction si vous ne la réalisez pas. Par contre, un certain nombre de collectivités locales, hein, notamment les services de l'État, lorsqu'ils vous accompagnent sur des subventions, ils vous demandent de vérifier si vous êtes dans le cadre d'une dépense d'investissement exceptionnelle. Et si c'est le cas, ils vous demandent l'étude d'impact, hein, que vous avez réalisée en face. Donc, l'équilibre, comment est-ce qu'il est atteint? Voilà, donc, petit résumé. J'ai ma section de fonctionnement. Au moment du budget primitif, j'ai toutes mes recettes de fonctionnement, toutes mes dépenses de fonctionnement. J'ai ce que j'appelle le chapitre 021, virement prévisionnel à la section d'investissement. Lorsqu'on est sur le compte administratif et qu'on retrace ce qui s'est vraiment réalisé en termes de dépenses et recettes, en termes d'analyse financière, on appelle ça l'autofinancement ou l'épargne brute, la CAF brute. Cela correspond à l'autofinancement prévisionnel dégagé de la section de fonctionnement pour rembourser la dette et autofinancer les investissements. Cette épargne brute, ou lorsqu'on est sur le budget primitif, le virement prévisionnel à la section d'investissement, bascule en investissement, il constitue une recette de la section d'investissement, permettant le remboursement de la dette. Si votre épargne brute est supérieure au remboursement de la dette, pas de sujet, la règle de l'équipe budgétaire est bien respectée. Si par contre votre épargne brute ne suffit pas au remboursement de l'emprunt, on va se retrouver dans ce que l'on appelle une CAF nette, une capacité d'autofinancement nette, une épargne nette négative, c'est-à-dire que pour respecter la règle de l'équipe budgétaire, on va aller chercher des dotations et des subventions. Dotations et subventions, si c'est supérieur à l'épargne nette, la règle de l'équipe budgétaire est bien évidemment respectée. En gros, tout cela veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir rembourser sa dette, cela ne peut se faire que par des recettes propres du budget sans emprunt. L'emprunt ne peut pas servir à rembourser de la dette, tout simplement. Contrairement à l'État qui emprunte régulièrement pour rembourser sa dette. Voilà. Mais vous êtes dans ce que l'on appelle un cercle vertueux. Lorsque vous empruntez, ça ne finance que le patrimoine d'une collectivité locale, et il y a ce que l'on appelle la règle d'or. L'emprunt est couvert par les recettes propres du budget, hors nouvel emprunt, c'est-à-dire qu'on ne peut pas emprunter pour rembourser de la dette. Voilà donc pour l'équilibre budgétaire au global sur une collectivité locale. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Alors, je regarde le chat, je n'en vois pas non plus. Non, il n'y en a pas dans le chat non plus. Mais peut-être que vous pouvez activer vos micros quand même sur cette partie-là. Oui. Allez-y, en vous présentant, s'il vous plaît. Oui, Didier Bonnet, la Bolou. Vous m'entendez là? Je vous entends très bien, oui. Très bien. C'était une question sur les deux parties de votre intervention, sur les dates de vote des budgets. Parce que dans un premier temps, sur les premières projections, là, vous indiquiez que la date limite, c'était le 15 avril, voire le 30 avril, année d'élection. Et ensuite, là, à propos de la communication par les finances publiques des bases fiscales, vous avez indiqué qu'elle devait être à la limite communiquée le 31 mars. Si elle n'était pas communiquée le 31 mars, on avait 15 jours de plus pour voter le budget. Ça veut dire qu'on avait jusqu'au 31 mars, normalement, pour voter le budget. Pas le 15. Alors, pardon, peut-être que je n'ai pas été clair. Voilà, alors, j'ai pas été clair. Je reviens sur la slide. Oui. Donc, le cadre budgétaire normal, l'administration fiscale s'engage à vous transmettre l'ensemble des informations sur la fiscalité et sur l'ensemble des dotations avant le 31 mars de l'année N. Le calendrier budgétaire, ça veut dire que le budget doit être voté avant le 15 avril. Si ces informations vous sont transmises au-delà du 31 mars, ce qui est rare, mais qui est déjà arrivé, dans ce cas, la date limite de vote du budget primitif est décalée de 15 jours de plus. Donc jusqu'au 30 avril. Ça dépend, si c'est transmis le 15 avril, oui, d'accord. Ça sera au 30 avril. Si c'est transmis le 5 avril, ça sera le 20 avril. C'est 15 jours à partir de la transmission des différents documents. À titre d'exemple, donc en 2019, ça avait été transmis le 4 avril, 15 jours de plus, ça a basculé au 19 avril. Si là, l'administration avait un gros bug ou d'autres sujets à traiter, hein, c'est vrai que dans le cadre de la réforme de l'ATH, il y a quand même pas mal de sujets. Si par exemple, les informations sur la fiscalité vous sont transmises le 15 avril, dans ce cas, la date de vote du budget
sera décalé au 30 avril, effectivement. D'autres questions? Oui, je ne sais pas si on m'entend. On vous entend très bien. C'est bien Monique Godfrey, maire de l'ISAB. Juste une confirmation, les recettes, les dépenses réelles de fonctionnement, vous confirmez, donc c'est hors opération d'ordre. Oui, tout à fait, oui. Okay. Oui, oui. Les opérations d'ordre ne donnent pas lieu à décaissement des fonds et souvent, ce qu'on regarde, c'est voilà, recettes réelles de fonctionnement. Donc, c'est toujours hors opération d'ordre, dépenses réelles de fonctionnement hors opération d'ordre, effectivement. Oui. D'accord. Et c'est toutes les hors opération d'ordre, il ne s'agit pas juste des charges obligatoires, hein, je pense aux dépenses, bien sûr. Il s'agit de l'ensemble des dépenses. Les subventions de fonctionnement ne sont pas des dépenses obligatoires, elles sont bien dans les dépenses réelles de fonctionnement. Frais de personnel, subventions, charges courantes, frais de chauffage, d'électricité, contrats d'assurance, prestations de services. Dans les dépenses réelles de fonctionnement, vous avez tout ce que vous retrouvez dans le fonctionnement courant d'une collectivité locale. Ouais. D'accord, merci. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, donc, décidez. En gros, la difficulté, quand vous préparez votre budget, c'est que vous avez une bonne vision sur vos recettes, et c'est là où on se dit, mais mince, j'en ai pas beaucoup, ou pas assez, et vous avez une bonne vision des dépenses, et surtout des nouvelles dépenses que vous voulez engager. Et on se dit, bah, si je veux engager toutes ces nouvelles dépenses, et que j'ai pas assez de recettes, comment est-ce que j'essaye de faire? Donc, il y a différents leviers, la fiscalité, l'endettement, et d'autres qu'on va regarder plus en détail. Alors, sur la fiscalité, vous le savez, il y a la réforme de la taxe d'habitation qui va impacter assez fortement donc, la fiscalité locale. Sur l'année 2021, sur 2020, c'est aussi le cas. Donc, vous avez la possibilité d'augmenter le taux sur le foncier bâti, le taux sur le foncier non bâti, et si c'est vous qui le percevez, sinon c'est l'intercommunalité, le taux sur la cotisation foncière des entreprises. Pour rappel, l'évolution des bases forfaitaires en 2020 était favorable, plus 1,2%. Pour 2021, ça sera l'évolution de l'indice des prix à la consommation comparé entre novembre 2019 et novembre 2020. Donc, il n'est pas encore connu, donc je ne l'ai pas vu passer. Mais comme on a une inflation plutôt faible, il est fort probable que la révision de vos bases locatives pour 2021 ne soit pas très élevée. Et puis, vous avez l'évolution des bases physiques nouvelles. Donc, s'il y a des nouvelles entreprises qui s'installent, ça impacte bien évidemment votre foncier bâti. Si vous avez de nouveaux ménages qui s'installent, ça impacte bien évidemment votre foncier bâti. Qu'est-ce qui se passe sur la taxe d'habitation? La taxe d'habitation sur la résidence principale a été réformée et vous le savez, donc 80% des contribuables ne la payent plus en 2020. À terme, c'est 20% des contribuables, les 20% des contribuables qui la payent, donc ne la paieront plus en 2023. Pour la première tranche, c'est l'État qui s'est substitué au contribuable local, c'est-à-dire que les 80% des ménages qui n'ont pas payé leur taxe d'habitation, vous, c'est neutre, puisque c'est l'État qui a payé à sa place. Par contre, ça a impacté l'évolution des taux de fiscalité, puisque il n'est plus possible d'augmenter votre taux de taxe d'habitation en 2020, il n'était plus possible, et il ne le sera pas possible, bien évidemment, de l'impacter en 2021. Vos bases sont en plus gelées en 2021 et 2022. Vous n'aurez que l'évolution physique liée à l'arrivée de nouveaux ménages, qu'ils soient ou pas exonérés donc, de paiement de la taxe d'habitation. Pour des territoires comme les vôtres, des territoires ruraux, vous avez beaucoup aussi de résidences secondaires. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires va perdurer. Donc, vous aurez demain un pouvoir de taux sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Par contre, dans le cadre de la loi de finances, le taux est gelé, c'est uniquement à partir de 2023 qu'on pourra augmenter éventuellement le taux sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Alors, il est fort probable que le nom change, puisque le président Macron a dit qu'il voulait supprimer la taxe d'habitation. Donc, je n'imagine pas qu'en 2023, on laissera perdurer une taxe d'habitation sur les résidences secondaires. On appellera ça souvent taxe sur les résidences secondaires, sans évoquer le mot habitation. Donc, pour vous, notamment si vous avez beaucoup de résidences secondaires, ce n'est pas neutre, parce que c'est un pouvoir de taux que vous aurez en plus donc, de la fiscalité sur le foncier bâti et le foncier non bâti. Sur la fiscalité, on voit finalement, ce n'est pas si simple que ça. Donc, sachant qu'en plus, si vous augmentez votre fiscalité,
ayez en tête que votre intercommunalité perçoit peut-être aussi du foncier bâti et que donc il faut bien regarder l'empilement des différents taux de fiscalité avant donc d'accroître les taux et que peut-être que la pression fiscale qui est déjà exercée sur votre territoire est élevée. Donc le levier fiscal, c'est toujours à utiliser avec précaution. Alors on peut se dire, finalement, on peut emprunter. Oui, on peut emprunter, mais uniquement pour financer l'investissement. Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements et, comme je l'indiquais avec vous, l'emprunt est une recette globale qui finance l'ensemble des dépenses d'investissement. Néanmoins, moi je vous invite toujours à regarder qu'est-ce que vous financez en termes d'investissement pour aller chercher la bonne durée d'emprunt derrière. Si vous faites plutôt des travaux de voirie, vous allez emprunter sur 10-12 ans. Si vous faites de nouveaux bâtiments, vous allez plutôt emprunter sur 20-25 ans. Si vous faites des travaux d'assainissement, vous allez plutôt emprunter sur 30 ans, voire même peut-être des aquaprêts que vous allez chercher auprès de la Banque des Territoires, même sur des durées beaucoup plus longues. Donc, c'est toujours important de se dire qu'est-ce que je finance pour pouvoir aller chercher la durée d'emprunt derrière. Par contre, si j'emprunte, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que demain, il faut que je rembourse mon stock de dette, et cela, bien évidemment, a un impact. Donc, il est important pour vous aussi de savoir quelle est l'extinction de votre dette, parce que les emprunts qui s'éteignent aujourd'hui vous permettent d'avoir une nouvelle capacité de recours à l'emprunt. Alors, pour illustrer tout cela, j'ai fait 2 petits schémas qui permettent de mieux l'illustrer. Vous avez toutes vos dépenses d'investissement. Pour les financer, il y a l'autofinancement brut que vous allez chercher, donc au moment du budget primitif, ce que l'on appelle le virement prévisionnel à la section d'investissement, qui correspond à l'épargne brute, lorsqu'on regarde les réalisations au niveau du compte administratif. Il y a les subventions d'investissement qu'on va aller chercher. Et là, par contre, je vous invite systématiquement, avant de lancer un investissement, de se dire, est-ce que celui-ci peut être subventionné par une autre collectivité locale? Est-ce que je peux aller chercher de la dotation d'équipement des territoires ruraux? Donc, est-ce que ce projet est éligible à la DETR? Est-ce qu'il est éligible à la dotation de soutien à l'investissement local? Est-ce qu'il est éligible via un fonds de concours au niveau de mon intercommunalité? Est-ce que je peux aller chercher des crédits au niveau du département, voire de la région? Systématiquement, avant de lancer un investissement, est-ce que celui-ci peut être financé par des subventions? Si c'est possible, montez les dossiers. C'est peut-être un peu long. Faites du lobbying auprès de vos élus, donc sur les autres collectivités locales. Faites du lobbying auprès de votre sous-préfet, auprès du préfet directement, de manière à récupérer des subventions. Plus je récupère de subventions, en plus de mon autofinancement, plus je réduis mon recours à l'emprunt. Et puis, s'il y a un solde à financer, j'emprunte, mais attention, mes emprunts vont bien évidemment impacter demain l'annuité que je vais devoir rembourser en intérêt et en capital, donc avec la règle de l'équipe budgétaire que je dois respecter. Je rappelle aussi que vous avez peut-être des excédents passés, un peu de l'argent mis de côté, qui a été mis de côté en prévision d'investissement futur. L'excédent de fonctionnement capitalisé, donc au compte 1068, qui retrace les différents excédents issus des exercices précédents, mis de côté pour financer vos investissements. Cet argent, s'il est important, peut-être que ça vaut le coup de l'affecter et de puiser dans vos fonds de roulement, de réduire le recours à l'emprunt, de manière à ne pas trop accroître son solde de dette. Donc, systématiquement, regardez quelle est la situation de votre trésorerie, de vos excédents passés, et que peut-être je vais en puiser dedans pour réduire le recours à l'emprunt. Alors certes, les emprunts aujourd'hui ne sont pas chers, donc on peut très bien se dire, je préfère emprunter à moins de 1% aujourd'hui et utiliser mon fonds de roulement dans 3-4 ans quand les taux d'intérêt seront plus chers. C'est un choix. Mais effectivement, creusez-vous, du moins creusez la question avant de lancer directement le recours à l'emprunt. Votre épargne nette, donc recette de fonctionnement moins dépenses de fonctionnement moins le remboursement de la dette, c'est ce que l'on appelle l'épargne nette. Si cette épargne nette est positive, ça veut dire que le remboursement du capital de la dette, il est assuré sans aucun souci pour rembourser votre dette. Si elle est négative, attention, ça veut dire que c'est les recettes propres d'investissement qui assurent l'équilibre budgétaire. Cette épargne nette, elle est impactée positivement en fonction, bien évidemment, des prêts qui s'éteignent. Donc, plus vite vos prêts s'éteignent, plus vite cela redonne des nouvelles marges de manœuvre puisque votre épargne nette s'accroît. Par contre, si vous empruntez, bien évidemment, cela impacte votre épargne nette demain, puisque cela joue bien évidemment dans l'accroissement de votre annuité de dette. Je l'évoquais avec vous, donc posez-vous toujours la question quelle est la nature des investissements qui sont réalisés, parce que si on emprunte sur 10-12 ans, ça fait des annuités plus lourdes que si j'emprunte sur 25 ans. Et donc, si je fais des bâtiments que j'amortis sur plusieurs générations,
peut-être que ça vaut le coup d'emprunter sur une durée plus longue, ce qui permet donc d'avoir un équilibre budgétaire beaucoup plus facile à absorber parce que mon emprunt, je le rembourse sur une durée beaucoup plus longue. Les autres pistes, bien évidemment, si je n'ai pas assez de recettes ou j'ai trop de dépenses, qu'est-ce que je peux faire? C'est un travail qu'il faut regarder, c'est la mutualisation avec l'intercommunalité, c'est un travail sur la maîtrise des consommations, peut-être aussi avant de lancer des investissements nouveaux qui vont générer des charges nouvelles, peut-être il vaut mieux se poser la question, est-ce que je n'ai pas intérêt à mieux isoler mes écoles, à mieux isoler mes différents bâtiments publics, de manière demain à réduire mes charges de dépenses, de charges de chauffage, ce qui va permettre d'améliorer l'équilibre de mon autofinancement avant de lancer un nouvel emprunt. C'est de se poser la question aussi donc, de valoriser les certificats d'économie d'énergie pour justement aller chercher des subventions, des crédits nouveaux pour financer mes investissements. C'est faire du financement participatif. Donc tout cela, voilà, c'est un peu des pistes qui ne sont pas totalement exhaustives. Se dire comment est-ce que je peux essayer de trouver des moyens de dynamiser mes recettes, des moyens de maîtriser au mieux mes dépenses. Beaucoup de vos prédécesseurs sur le mandat précédent, lorsqu'il y a des départs en retraite, ils se posaient systématiquement la question, est-ce que cet agent, je le renouvelle ou est-ce que finalement, je peux le mutualiser avec l'intercommunalité, le mutualiser avec une autre commune, que je peux fonctionner via une prestation de service, parce qu'au final, notamment, mon cantonnier sur un territoire où finalement, il n'intervenait que 6 mois dans l'année, peut-être que c'est plus simple de fonctionner via une prestation de service avec une entreprise sur 6 mois, plutôt qu'un agent que j'ai 12 mois dans l'année, alors qu'il ne travaille que 6 mois. Donc, c'est tout ce travail qui est fait, donc, de manière à essayer de maîtriser au mieux ses dépenses, de dynamiser au mieux ses recettes pour pouvoir respecter la règle de l'équilibre budgétaire. Si je devais me résumer, quand vous préparez votre budget, additionnez toutes vos dépenses récurrentes, dépenses obligatoires. Ajoutez les dépenses nouvelles que vous voulez engager. Vous regardez vos recettes de fonctionnement, tout ce qui est prévisible, bien évidemment en respectant la règle de la sincérité, en termes de recettes, de dotations, de produits que vous percevez régulièrement, revenus des immeubles, vente de bois, produits tarifaires, et regardez si vos recettes suffisent par rapport à vos dépenses. Si ce n'est pas le cas, il faut regarder comment est-ce que je peux accroître mes recettes. J'ai des biens qui ne sont pas loués, il faut que je redynamise ma politique de location. Il y a des choses que je ne vais pas chercher au niveau d'un certain nombre de fonds de concours, je vais essayer de les récupérer. Il y a des dépenses récurrentes qui sont finalement un peu inutiles, j'essaye d'optimiser mes différentes dépenses de manière à ce que j'ai toujours plus de recettes que de dépenses. Sur l'investissement, je lance un investissement, je réfléchis toujours à quel est l'impact de mon investissement sur mon fonctionnement demain, quelle est la durée de l'emprunt que j'envisage pour le financer, et est-ce que mon investissement, je peux le financer en puisant dans mon fonds de roulement ou en allant chercher des subventions de manière à réduire le recours à l'emprunt. C'est tout ça qu'il faut bâtir. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu en annexe? Je rappelle juste tout ce que fait la Banque Postale, mais également notre partenaire, la Banque des Territoires, puisque c'est un module commun qu'on a bâti dans le cadre de l'Université des maires. Vous retrouvez en détail quelques exemples donc, de la décomposition des sections de fonctionnement avec les différentes dépenses qu'on peut retrouver sur les différents chapitres, parce que des fois, c'est la question que vous allez poser quand vous allez voter une nouvelle dépense, c'est de se dire, tiens, finalement, mes dépenses d'entretien de voirie, là, c'est quoi? C'est sur quel chapitre? C'est bien sur le chapitre 011 et je la retrouve bien effectivement dans cette ligne. Par contre, si je fais ma couche de roulement en grattant tout, en faisant de l'enfouissement de réseau, là on n'est plus sur des dépenses d'entretien de voirie, mais on est clairement sur des dépenses d'investissement de voirie, donc je vais la basculer en section d'investissement. Vous retrouvez les exemples au niveau de des recettes de fonctionnement, idem sur la section d'investissement, etc. Je rappelle juste mes coordonnées, donc si vous avez besoin, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que dans le module précédent, je ne les indiquais pas forcément. Si vous avez des questions, parce que je me rends bien compte que ce module est sur un timing un peu court, et que peut-être il y a peut-être des questions que vous pouvez avoir. Et si vous avez besoin d'un financement, je rappelle juste les coordonnées donc, de la Banque Postale que vous pouvez retrouver également. J'en ai fini sur la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il y en a. Alors, je ne sais pas si c'est monsieur ou si c'est la commune de Pichon qui voulait apparemment poser une question tout à l'heure. J'ai aussi une question de monsieur Dejean en 2021. Pourra-t-on voter une augmentation sur la partie de taxes foncières émanant du département? Tout à fait, oui. Alors, à partir de 2021, en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation, le foncier bâti qui était perçu par le département va basculer directement. Attendez, non, je dis une bêtise. Alors, la réforme de la taxe d'habitation.
la part qui était perçue par l'intercommunalité va basculer au niveau de la commune. Voilà, je suis perdu. Alors, je reprends vos propos. Donc, dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation, la taxe d'habitation qui était perçue par... je suis perdu sur mon propos. Poum, 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 poum. Taxe d'habitation. Oui, non, j'essaie de revenir sur le module. Non, mais vous en faites pas parce que même à Bercy, ils sont perdus. Hein. Non, mais je le connaissais par cœur, mais là, voilà. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que le foncier bâti qui était perçu par le département va basculer au niveau de la commune. Donc, le département ne percevra plus de foncier bâti, lui va percevoir directement donc, de la fiscalité qui va être lui reversée par l'État, notamment de la TVA. Du côté des intercommunalités, il y avait également une part de taxe d'habitation qui pouvait exister, qui, celle-ci, sera également supprimée. La commune va récupérer, donc en remplacement de la taxe d'habitation, le foncier bâti du département, qui va s'ajouter au foncier bâti que vous aviez déjà. Vous avez un pouvoir de taux sur ce foncier bâti que vous perceviez déjà au niveau de la commune, mais également sur le nouveau foncier bâti que vous allez percevoir du département. Attention, par contre, le foncier bâti que vous allez recevoir du département, il ne va pas vous être versé en totalité. Il y a un calcul qui va se faire pour comparer la taxe d'habitation que vous percevez en 2020 par rapport au foncier bâti que va vous basculer le département en 2021. Si le montant est identique, ce qui est rare, vous percevez le même montant. Si le montant est supérieur, il y a un écrêtement qui va être réalisé, sauf si le montant est de moins de 10 000 euros. Si le montant est supérieur à 10 000 euros, jusqu'à 10 000 euros, vous le conservez. S'il est supérieur, il y a un coefficient correcteur qui va se mettre en place, qui va permettre d'atténuer ce dispositif pour que, pour là où c'est inférieur, bien évidemment, on puisse le compenser. Sur la base du nouveau foncier bâti, vous avez un pouvoir de taux. Donc, qui va s'appliquer effectivement sur une base beaucoup plus importante que celle que vous aviez auparavant. Est-ce que c'est clair là-dessus? Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Dejean? Sachant que, justement, dans ce que je vous présentais sur le débat sur les orientations budgétaires, sur le site de la Banque Postale, vous avez un petit schéma qui a été fait, du moins, c'est sur 3 slides, qui présente la réforme de la taxe d'habitation et les impacts pour chaque niveau de collectivité locale. Donc, n'hésitez pas à replonger dessus, puisque là, on reprécise bien tous ces éléments. Ensuite, il y avait une autre question. Une commune doit lancer une consultation dans le cadre d'un marché public. Peut-elle faire un vote anticipé du budget primitif avant la communication des dotations? Oui, alors, en gros, la date limite pour voter votre budget, elle est au 15 avril. Le constat que l'on fait, c'est que sur la plupart des communes rurales ou les petites communes, par prudence, vous attendez la notification des informations fiscales et de dotation pour voter le budget primitif. Donc, ce qu'on constate, c'est que sur les territoires ruraux, les budgets sont votés plutôt fin mars, début avril, une fois que l'ensemble des informations sont connues, et vous le faites ainsi. Par contre, sur des communes urbaines de taille plus importante, les budgets sont votés soit en décembre, soit en janvier, même si on n'a pas l'information sur les dotations et la fiscalité. Dans ce cas, il y a un calcul qui est fait, prudent, qui est de dire je reprends ce que j'ai perçu en dotation l'année dernière, même si j'ai des rôles supplémentaires, même si j'ai des dotations plus importantes, pour que je fasse une hypothèse. Donc, on vote un budget avec des hypothèses sur la fiscalité et les dotations, ce qui permet de voter le budget très tôt dans l'année et de lancer tout de suite les marchés publics. Donc, comme ça, ça permet d'engager tout de suite les dépenses d'investissement que vous souhaitez. Si vous votez votre budget que le 15 avril et que vous voulez lancer un marché public, par exemple en termes d'investissement, vous pouvez l'engager à partir du moment où l'investissement représente moins du quart des dépenses de l'année précédente. S'il représente plus d'un quart, dans ce cas, il faut voter le budget primitif, ou certains contrôles de légalité acceptent ce qu'on appelle un vote anticipé, donc d'ouverture budgétaire anticipée d'un ensemble de dépenses, mais ça reste exceptionnel. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Madame Calandaz?
Et bien en tête, hein, sur le budget primitif, quand je dis le 15 avril, c'est la date le plus tard possible. Hein. Rien ne vous empêche de le faire avant. Donc, si je reviens juste rapidement sur mon petit schéma, il y a bien une petite flèche. Un peu trop vite, voilà. Il y a bien une petite flèche, hein, c'est ce que l'on voit. Le budget primitif, on le vote avant le 15 avril au plus tard. Rien n'empêche de le voter avant. Et c'est vrai que sur les territoires plus urbains, c'était vrai aussi sur les départements et les régions, ils le votent en début d'année. Comme ça, quand vous avez beaucoup d'investissements, ça permet de lancer tout de suite les marchés publics et de ne pas attendre, j'ai envie de dire, la fin du premier trimestre pour lancer les différents marchés publics. Parce que l'air de rien, un quart des dépenses d'investissement de l'année précédente, ça ne représente pas un gros volume. Et souvent, justement, si j'insiste, voilà, sur les petites communes, comme vous votez, en gros, vous faites vote du budget primitif fin mars, début avril, vous avez déjà le compte administratif qui est arrêté, ce qui fait que vous reprenez tout de suite les résultats au moment du vote du budget primitif, et donc il n'y a pas de budget supplémentaire puisque c'est fait directement au moment du budget primitif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aurais une question. Allez-y, madame. Jacqueline Morand à Tourtouze. Je me pose la question de la possibilité de taxer les maisons vides. Oui. Alors, c'est une possibilité qui existe, donc la taxe d'habitation sur les logements vacants, qui est définie sur un certain nombre de territoires. Ce n'est pas une hypothèse qui est dévolue à tous les territoires. Les critères, honnêtement, je ne les ai plus en tête, parce que ça concerne surtout des territoires où la vacance est importante, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de collectivités locales qui sont engagées dans cette démarche. Et la première des collectivités locales à le faire, c'est notamment, par exemple, la ville de Paris qui réfléchit à cette question, mais sur un certain nombre de territoires de montagne. Hein, alors, je n'ai pas fait attention sur l'Ariège, mais je sais que dans les Alpes, il y a quelques territoires qui commencent à regarder. Donc, c'est par contre encadré hein, sur les textes. Hein, donc, toutes les collectivités locales ne peuvent pas mettre en place une taxe d'habitation sur les logements vacants. Et là, c'est ce qu'on appelle une surtaxe sur la taxe d'habitation qui est mise en place, jusqu'à 50% donc, du taux qui est possible. Merci. Allez sur le site internet de la Banque Postale et notamment sur le débat sur les orientations budgétaires. Je crois qu'il y a un petit article qui est prévu hein, donc justement sur cette surtaxe concernant la taxe d'habitation sur les logements vacants. D'accord, merci. Michel Pichard, mairie de Saint-Lizier, vous m'entendez? Oui, très bien. On peut imaginer que dans les années futures, déjà l'année prochaine, on ait des diminutions de rentrée d'argent au niveau communal sur le niveau des prestations et services de la commune. Sur la Comcom, qui nous finance une grosse partie de nos recettes, il peut y avoir une diminution de rentrée d'argent sur la CFE, contribution financière des entreprises. Est-ce qu'on peut réserver une partie de notre excédent brut de fonctionnement de cette année et sur un fonds de réserve, alors, comme pas forcément pour les entreprises privées? Alors, ce ne sera pas sur un fonds de réserve, hein, c'est qu'en gros, c'est déjà prévu. C'est-à-dire que si vous avez un excédent de la section de fonctionnement, ce qui est souvent le cas, il y a deux hypothèses qui s'offrent à vous. Ou vous l'affectez l'année suivante, déjà cet excédent de fonctionnement, il est fléché en priorité pour couvrir l'éventuel déficit d'investissement de la section déficit d'investissement, donc de la section d'investissement. Généralement, sur une collectivité locale, vous avez un excédent de la section de fonctionnement, un déficit de la section d'investissement. L'excédent de la section de fonctionnement est fléché en priorité à l'appurement du déficit de la section d'investissement. S'il reste un résiduel, ce résiduel, vous l'affectez soit en excédent de fonctionnement capitalisé en prévision d'investissement futur, ce qui est souvent le cas au compte 1068, soit vous le conservez en section de fonctionnement, excédent de fonctionnement reporté, et en face, vous financez les dépenses de fonctionnement que vous souhaitez. Donc, il n'y a pas de compte particulier, mais c'est déjà prévu. Vos excédents de fonctionnement que vous allez avoir cette année vont être fléchés automatiquement à la couverture du déficit d'investissement. Et s'il reste un résiduel, vous pourrez le conserver en fonctionnement en prévision de moindres recettes. Ce ne sera pas forcément des dépenses supplémentaires. D'accord. Et une question sur les EPCI. Et comme je vous disais tout à l'heure, peut-être il y aura des rentrées, des recettes moindres sur la CFE. Comment là, j'anticipe sur le PCI. Et que fait le PCI pour faire face à ce déficit de recettes? Alors, le législateur, il a répondu à cette problématique pour l'année 2020.
Pour l'année 2021, c'est encore en débat dans le cadre de la loi de finances pour 2021 et les choses ne sont pas complètement arrêtées. Pour 2020, c'est dans le cadre de la loi de finances rectificative numéro 3, adoptée par le Parlement cet été, où l'État a mis en place un dispositif de compensation pour l'ensemble des recettes tarifaires et fiscales, du moins on dit recettes domaniales et fiscales de la collectivité locale, commune et intercommunalité. On prend la moyenne donc, des recettes domaniales et fiscales, hors éventuellement baisse votée par les collectivités locales, parce que dans le cadre notamment de la pandémie, il y a un certain nombre de communes qui ont décidé par exemple de baisser les taxes d'occupation du domaine public. Dans ce cas, Oui. s'il y a une baisse, ça, bien évidemment, c'est retraité et annulé. Donc, on prend la moyenne des recettes domaniales et fiscales 2017, 2018, 2019, que l'on va comparer à 2020. Et si elles sont moins élevées, l'État va vous compenser avec un versement qui sera fait d'ici, alors je ne sais plus si c'est mars ou mai 2021. A priori, d'après nos calculs, ça représente 150 à 200 millions d'euros pour les communes et intercommunalités et entre 2000 et 2500 communes. Donc finalement, quelques collectivités locales concernées, mais pas tant que ça. Pour 2021, le législateur est en train d'étudier le même type de dispositif, mais je ne sais pas s'il sera aussi généreux. Donc on attend l'adoption définitive de la loi de finances pour 2021. Je sais que les parlementaires ont ajouté un certain nombre d'amendements pour que cet effet coussin amortisseur qui avait été mis en place en 2020 puisse perdurer sur 2021. Mais ce n'est pas encore défini. Donc je vous inviterai à regarder le débat sur les orientations budgétaires que la Banque postale mettra en ligne début 2021, qui résumera la loi de finances. Et si effectivement ce mécanisme amortisseur qui est mis en place, il sera bien précisé. Donc c'est prévu pour 2020, pour 2021, ce n'est pas encore voté. Très bien, merci. Une dernière question. On a eu une réunion avec la région et les principaux responsables des 8 EPCI de l'Ariège. Et la plupart des EPCI, en fonction de leur taille, ont investi pour le plan de relance économique sur les dispositifs locaux et FSEO, le Fonds de solidarité exceptionnelle Occitanie et le dispositif local, ont investi entre 300 000 et 800 000 euros au total. Comment l'État le compense ou est-ce qu'on a d'autres leviers pour le compenser? Alors, l'État, il ne le compense pas, celui-ci. Toutes les participations que vous avez engagées dans le cadre de la crise peuvent être assimilées à ce que l'on appelle des dépenses exceptionnelles Covid. Donc, ça concerne bien évidemment la participation des intercommunalités à ce fonds. Ça peut concerner sur des communes des dépenses aussi que vous avez engagées pour de l'achat de gel hydroalcoolique, de masques que vous avez distribués auprès de la population. Ces dépenses exceptionnelles, vous avez la possibilité de les mettre sur un compte spécifique, dépenses exceptionnelles type Covid, et le législateur a accepté que ces dépenses puissent être étalées sur plusieurs exercices, sur 5 ans, et qu'elles puissent être rebasculées en investissement et financées par emprunt. Donc, toutes ces dépenses exceptionnelles, donc, que ce soit celles pour les intercommunalités, mais également pour des communes, peuvent être étalées sur plusieurs exercices, donc sur 5 ans, et être financées par emprunt. C'est la seule souplesse que le législateur a mis en place pour vous accompagner à faire face à ces différentes dépenses. Ok, merci. Je vous en prie. Donc là également, si c'est le cas pour vos collectivités, l'État a mis en ligne sur le site du ministère de l'Économie et des Finances la circulaire qui précise justement quelles sont les dépenses qui sont éligibles à ces dépenses exceptionnelles. Les fonds de concours que vous évoquiez, M. Pichon, sont totalement dedans. Tout ce qui concerne le gel hydroalcoolique, dépenses, les travaux nécessaires aussi pour aménager les différents postes de travail dans vos collectivités locales, et comment justement on retrace les différentes écritures budgétaires dans ce sens-là. Et c'est là où on retrouve ces opérations réelles et opérations d'ordre. L'opération réelle, c'est bien la dépense qui est engagée en totalité que vous allez sortir, donc, parce que vous allez bien payer toutes ces dépenses, mais via des recettes et des dépenses d'ordre, vous allez l'étaler sur 5 ans, et donc en la basculant en investissement, il y a même la possibilité de la financer par emprunt. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'en vois pas. Alors.
Merci à Nathalie d'avoir mis aussi en lien directement aussi. Alors avec les voilà, différents- j'ai mis 2 liens. J'ai mis un premier lien vers, la rubrique qui concerne les collectivités, l'actualité de la Banque postale pour les collectivités. Et le deuxième, c'est Territoire et finances. voilà, territoire et finances, le dernier de novembre 2020, qui est très Alors, intéressant. Je vous encourage quand même à cliquer sur ce lien, à aller télécharger Ouais. le document. Vous trouverez, c'est une mine d'informations. Hein. Territoire et finances, c'est vraiment un document qui est riche, que moi j'utilise beaucoup, notamment lorsqu'on travaille sur l'analyse financière. C'est la possibilité d'avoir des ratios par strate de population en euros par habitant. Ça vous permet de vous comparer. Et quand on se compare, c'est là où on voit quelles sont ses forces et ses faiblesses par rapport à d'autres collectivités locales. Est-ce que j'ai plus de recettes et pourquoi? Parce que je suis sur un territoire riche. Est-ce que j'ai plus de dépenses et pourquoi? Parce que je suis sur un territoire où je dois faire face à des charges de ruralité, des charges de centralité. Et le fait de se comparer vous donne un peu aussi une indication du fait que voilà quelles sont aujourd'hui les forces et faiblesses de mon territoire par rapport à d'autres collectivités locales. Alors, Madame Godefray, vous avez une question? Oui, j'avais une question pratico-pratique. C'était juste pour savoir si vous alliez. J'ai raté un petit peu au départ, donc excusez-moi de ça. Est-ce que ce document va être envoyé? Oui, tout à fait. Alors, oui, je ne l'ai pas précisé. Oui, moi, je l'ai mis à disposition de Nathalie. On va l'adresser directement à l'association. Sinon, quoi qu'il en soit, de toute façon, vous retrouvez à la fin du doc mes coordonnées, donc n'hésitez pas à les noter. Donc, mon adresse mail, georges.brasse@labanquepostale.fr. Mais je vous l'adresserai et je vous ferai parvenir un petit courrier aussi avec le plan comptable M14 qu'on publie chaque année. Nathalie là, voilà, parce que j'essaie de le récupérer dans mon sac, mais il est de l'autre côté. Et donc, c'est ce petit document que je vais vous adresser. Voilà. Si du côté de l'association des maires, vous pouvez juste m'adresser la liste de l'ensemble des élus qui sont inscrits. Comme ça, je fais partir le courrier dès ce soir ou demain matin. Juste un dernier point qui n'est pas vraiment une question, mais vous venez d'évoquer effectivement ce document que vous publiez, c'est ça, l'étude permettant de comparer la strate, enfin de voir un petit peu. Ces documents, on les retrouve aussi sur le site de la DGCL, n'est-ce pas, année par année. Alors voilà, c'est que du côté de la Direction générale des collectivités locales, vous avez pour chaque commune les informations concernant votre commune, la moyenne de la strate. L'avantage, du moins, ce que l'on retrouve avec Territoire et Finances, c'est une publication commune Banque des Territoires, Banque Postale avec l'Association des maires de France, où on les retrouve sur un niveau beaucoup plus fin, avec une strate de population plus détaillée. Et avec des systèmes, je trouve que c'est très bien fait parce qu'en plus, voilà, on décompose les recettes de fonctionnement en fonction des différentes natures, idem pour les recettes, l'épargne, le mode de financement des investissements et quelques informations justement sur la dette. Voilà, c'est celui-ci. Ok, merci beaucoup. Voilà, je vous laisse peut-être passer, voilà, juste Nathalie, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, vous avez le périmètre. Et vous voyez, c'est assez pédagogique, je trouve que c'est bien. Et en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fonction du type de groupement auquel vous adhérez, vous avez une analyse beaucoup plus fine. Vous retrouvez bien évidemment la moyenne de la strate, mais comme ce n'est pas la même chose, et d'une petite commune au sein d'une métropole, d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, on a été un peu plus en détail donc là-dessus. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Et pour cette année, donc justement avec le partenariat AMF Banque des Territoires, il y a un petit focus spécifique sur l'ensemble des communes nouvelles pour avoir des éléments de comparaison pour les communes nouvelles pour l'année 2020. Voilà. Oui, je l'ai mis pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Et vraiment, vous pouvez le télécharger, c'est très utile. Alors, donc je confirme, le document vous sera adressé. Par ailleurs, on a enregistré pour que vous ayez accès au replay. Alors, il va manquer une petite jonction parce qu'on a eu une coupure. Voilà, donc il va peut-être manquer 1 minute sur les enregistrements. Je vais les recoller les deux, mais au milieu, voilà, il va manquer 1 minute. Mais enfin, vous aurez l'essentiel, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que le président de la MF09 ou Sophie Saffon? Toujours là. Voilà, toujours là pour faire un petit mot de clôture s'il n'y a plus de questions. Merci, M. Bras, pour la limpidité de cet exposé qui a été pour nous très, très enrichissant.
Et merci également à Nathalie Dautre pour cette organisation et cette fidélité auprès de nos maires de l'Ariège et au travers des formations qui arrivent. Donc, vous recevrez également de la part du département le support et ensuite, il sera en ligne pour tout le monde sur le site internet du département, AMF. Je vous donne rendez-vous maintenant au premier trimestre de l'année 2021 sur un autre thème, toujours avec Mairie 2000 et toujours avec Nathalie, sur la responsabilité civile et pénale des élus, sur les assurances de la commune et sur la commande publique. Merci encore et à très bientôt à chacun d'entre vous, mes chers collègues. Merci, au revoir.